Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Alain Dinin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous, président de Nexity. Alors, pour vous, on comprend en substance, le gouvernement et le président, ils ont quasiment tout faux dans leur politique du logement. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Vous avez eu l'élégance et la pudeur de ne pas le dire comme ça, évidemment, dans cette lettre ouverte qui a fait du bruit, envoyée à l'exécutif, parler d'absence de vision. Mais pourtant, il nous a promis, le président s'en souvient, un choc d'offres, produire plus, produire moins cher. Ça a dû chatouiller vos oreilles à l'époque où il était candidat. Ce sont que des mots, finalement, le président Macron, avec sa loi Elan, il passe à côté. Il passe à côté parce que, en fait, quand on fait un peu d'économie de base, la loi, c'est l'offre et la demande. Alors, faire un choc de l'offre sans s'occuper de la demande, il manque un facteur de l'équation. Donc, le choc de l'offre, c'est la loi Elan, 100 pages de texte. À aucun moment, dans aucun des éléments... On ne parle pas des prix. On parle de prix, Ouais. on parle des gens, on parle de leur niveau de revenu. On regarde la démographie, on regarde les évolutions de population, là où les gens vont se déplacer dans les 25-30 prochaines années. Et puis la croissance. La croissance de la population des 35 prochaines années, c'est 4 millions de familles de plus. Dans ces 4 millions de familles de plus, la moitié sera monoparentale ou personne seule. Ouais. Et elles viendront se poser dans les grands centres urbains. Donc, si on veut juste les accueillir, ces personnes-là, je ne parle même pas des copropriétés en difficulté, des drames qu'on a vécus à Marseille et qui vont se répéter partout pour d'autres raisons, on pourra peut-être revenir là-dessus tout à l'heure, parce que la loi ne permet pas au fond la rénovation de ces bâtiments. Si on ne construit pas au moins 400 000 logements, on y est cette année 2017. Alors 2017, 428 000, mais on va rendre à César ce qui appartient à César. 2017, c'est 2 ans avant, c'est-à-dire que le ministre du Logement de l'époque, le vrai ministre du Logement de l'époque, c'était Manuel Valls. Ouais. 428 000. En 2019, compte tenu des réservations et de l'ensemble du mouvement qui s'est positionné par les lois de début du quinquennat, à savoir la suppression de l'APL accession, des modifications de zonage, la suppression du prêt à taux zéro, etc. On va passer sous les 400 000, on sera à 360 000. On sera à 360 000 l'année prochaine en construction, puisqu'en fait, dans ce métier qui est un métier de flux, une grosse erreur aussi, c'est l'approche stock. On dit on va augmenter l'offre. Donc l'offre augmentant, naturellement, la demande va se rapprocher de l'offre et les prix vont baisser. Sauf qu'en France, on ne construit que ce qu'on a prévendu. Donc d'abord, avant de commencer à construire, il faut trouver des clients à un prix qui est abordable. Le prix, c'est une problématique. Et 80%, excusez-moi, mais 80% de la population française n'est plus aujourd'hui en situation de pouvoir s'acheter un logement. Parce que le niveau de revenu moyen médian d'un ménage, un couple avec un enfant, c'est de l'ordre de 3 000 €. Or, en Ile-de-France, il faut 5 000 pour pouvoir s'acheter un logement. Il y a des tonnes de choses dans ce que vous dites là. Et, on ne va pas pouvoir tout traiter. Si, on va prendre le temps parce que vous nous dites là que 80% des Français aujourd'hui n'ont pas les moyens d'acheter un logement et qu'en fait, vous fabriquez, on s'est compté, pour 20% des Français, pour le coup, les plus riches qui peuvent se payer un appartement dans le neuf. Pour acheter, pour devenir propriétaire, oui. Mais ensuite, il y a une autre population qui peut aider les Français à se loger, ce sont les investisseurs. Donc les investisseurs privés, c'est ceux qui bénéficient du Pinel. Alors c'est vrai que le Pinel, il a été prolongé jusqu'à fin 2021, on verra après, mais il a été surtout supprimé d'un certain nombre de zones, de petites villes ou de villes moyennes. Une ville comme Brest ou une ville comme Le Mans sont des villes aujourd'hui qui sont dans ce qu'on appelle les zones B2 et C, c'est-à-dire éligibles à aucun dispositif permettant à l'investisseur de venir. Là, on a un problème. C'est qu'on dit aux gens, au fond, moi je me poserais la question, je l'avais déjà posé en 2012 aux candidats futurs. Parce que des lettres ouvertes, il écoute du fait à un dîner, c'est sa 10e. Voilà, et on appelle ça, vous êtes écouté ou pas entendu? On est entendu, pas écouté, peut-être, c'est plutôt ça. Alors, il y a des séquences. Alors, en 2012, on avait posé la question au candidat à la présidentielle de 2012, début 2012, on avait posé la question de savoir si est-ce qu'il fallait une France de propriétaires ou une France de bien logés. Je reste convaincu en ce qui me concerne que ce qu'il faut, c'est fabriquer du logement pour tout le monde, pour l'ensemble de la chaîne, avec des possibilités de parcours résidentiel. Donc pour ça, le problème n'est pas de devenir propriétaire, le problème c'est de savoir à quel moment de sa vie je deviens propriétaire. Donc est-ce que je veux mettre en location ? Si je veux mettre en location, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui détienne l'objet. Ouais. Celui-là, c'est l'investisseur. Si je lui dis qu'il est un investisseur privé, que c'est un rentier,
Ah. et qui On concourt va à revenir rien. Emmanuel Macron, là. Voilà, on concourt à rien à l'économie. Et qu'en plus je vais me taxer, et que je vais être taxé, surtaxé, parce que le poids de la fiscalité dans le On logement va en est parler, on va en parler considérable. Et si je suis investisseur institutionnel, on me dit, tu peux acheter en investissant institutionnellement, mais tu n'auras pas le droit de revendre. Donc les deux secteurs, alors donc je me retrouve avec deux équations. Une première équation qui est, c'est trop cher pour acheter, pour 80% des gens. Et si je ne peux pas acheter, je veux chercher en location, mais je n'incite pas les investisseurs à prendre en location. Et voilà. Donc les deux ensemble, ça donne un match qui fait. Et puis après, je dis aussi au logement social, vous êtes mauvais, il faut tout changer, je vous enlève en plus de l'argent, vous en avez trop. Donc le squeeze de tout ça, si je peux me permettre cette expression, c'est je fabrique plus de logements dans les toutes petites villes, donc 20 000 logements de moins. Je fabrique plus de logements sociaux, 30 000 logements de moins. Et je fabrique moins de logements disponibles parce que je n'ai rien pour la clientèle qui n'a pas les moyens, moins 10 000. Les trois ensemble, les réservations de 2018, c'est moins 60 000. Ouais. Ça donnera moins 60 000 de construction en 2019. Ouais. Et le train va continuer de fonctionner parce que derrière, vous avez les municipales, etc. Alain Dizin, ce n'est pas une question de cycle, on n'est pas au bout d'un cycle immobilier. Alors, il y a des décisions politiques qui sont celles d'Emmanuel Macron. Vous êtes autant à l'aise pour le dire parce que vous avez voté pour lui aux deux tours. Alors, j'ai voté pour lui aux deux tours et je suis d'autant plus à l'aise pour lui dire que je me suis autorisé à lui dire et à le dire même publiquement dans d'autres interviews, début septembre de l'année dernière, les mesures que vous êtes en train de prendre sont trop brutales, trop rapides, elles ne tiennent pas compte des revenus des ménages, elles ne tiennent pas compte de la problématique du prix de revient, elles ne s'occupent que d'augmenter une offre théorique, puisqu'en fait il n'y aura pas d'offre, puisque je n'ai pas de clients en face. Et je leur avais dit, et quand au mois de juin de cette année, je rapproche un certain nombre de dirigeants politiques, je ne parle pas ni du président de la République, ni du Premier ministre, mais leur cabinet. Je leur dis, vous voyez ce qui va se passer en 2019, c'est une construction qui va baisser fortement. Ils me disent, oui, vous nous l'aviez dit. Je dis, bon, et alors? Ben voilà. Et alors, rien. Donc, et ça ne va pas parce que si je ne construis pas assez, les gens vont se retrouver en déshérence. S'ils sont en déshérence, en désespoir de logement, ou dans des villes où leur logement, dans les petites zones où leur logement pourrait baisser de prix, on a un risque politique qui est de faire voter aux extrêmes. Et au fond, mon intervention de la semaine dernière, elle était de cette nature-là. Elle ne vise pas la difficulté qu'aurait Nexity ou qu'aurait le marché immobilier. Nexity, tout va bien, on pourra en parler si ça vous intéresse, mais c'était vraiment une démarche qui est de dire on ne peut pas avoir 4 millions de personnes qui arrivent sur le marché dans les 20 prochaines années et ne pas s'occuper d'eux, et ne pas non plus s'occuper des gens qui cherchent un logement aujourd'hui. Cette lettre ouverte, il fallait la sortir avant pour peser sur la loi Elan. Pourquoi ce timing? Il est curieux. Je me suis dit, mais il fallait qu'il la sorte avant, cette lettre. Parce que ce n'est pas un outil de lobbying. Le lobbying des entreprises comme les nôtres, on les fait là. Je vous parle vraiment en cash et je vous dis la réalité. Bien entendu qu'on travaille avec M. de Normandie et ses équipes et les équipes du cabinet du Premier ministre et du Président de la République sur les lois, etc. Là où on a un problème, c'est qu'on n'est pas entendu sur ces textes-là parce que très vite, ça devient un sujet fiscal. Peut-être un petit peu de pédagogie pour nous tous. Le problème du logement, on croit qu'on a un ministre qui est en charge du logement et de la ville. Mais en fait, il y a 5 ministères aujourd'hui qui s'occupent de ce sujet-là. Et le prioritaire, il est à Bercy. Et à Bercy, la seule chose qu'il regarde, c'est comment je coupe les dépenses. Mais quand on est dans une entreprise, si je coupe les dépenses inutiles, très bien, mais quand je coupe les dépenses d'investissement, je ne prépare pas le futur. Ouais. Et l'État français se dit, au fond, la seule chose qui m'intéresse, c'est de freiner, baisser les subventions. Mais d'un côté, j'ai des subventions, c'est une espèce de ponction, on va dire ça. Puis de l'autre côté, je prends des taxes dans tous les sens et je saigne. Donc 41 milliards de subventions en 2017. 30 et quelques de... 74 de prélèvements. C'est ça. Et donc le différentiel, c'est 30 bénéfices pour l'État. De l'État, 34. On va en parler parce que c'est intéressant aussi. Mais pour clore le sujet là-dessus sur le président Macron, il pense à campagne. On avait entendu parler de Big Bang. On avait le sentiment qu'il allait un peu casser la baraque. Au final, il fait la même chose que ses prédécesseurs. Oui. Alors, il fait. Mais j'ai envie de vous entendre le dire parce que c'est. Alors ça, c'est parce qu'il y a la colère de ne pas être entendu et il y a la déception d'avoir cru. Aujourd'hui, la déception, c'est que ce monde, enfin cette équipe qui est plutôt jeune, qui est plutôt allante, elle ne comprend pas tout simplement l'économie dont on est en train de parler et elle continue d'appliquer des méthodes anciennes. On a un seul objectif, c'est de réduire le budget des dépenses de l'État. Mais commençons déjà, au lieu de commencer par supprimer des soi-disant subventions,
baissons la fiscalité, là on va se retrouver sur certains sujets des gilets jaunes, et puis posons la question de la dépense publique. L'État français, en Europe, c'est l'État qui a le moins bon score de la dépense publique. 56%. Voilà. Et le président Macron et son gouvernement, ils sont arrivés sur une promesse qui était de dire on va réfléchir autrement. Dans un monde qui change, dans un monde où tout est imprévisible, sauf la production de logements, hein, mais où tout est imprévisible, il faut oser de nouvelles façons de travailler. Par exemple, nous, ce que nous disons dans les propositions que nous faisons au gouvernement actuellement, c'est oser, non pas la densité pour la densité, mais oser la hauteur. La hauteur, d'ailleurs, elle est très écologique, elle est très développement durable. On revient à l'époque d'Haussmann, c'est ça? Voilà. Mais par exemple, quand Haussmann, mais on n'était pas dans une démocratie, hein, on était dans une monarchie, quand Haussmann a eu sa lettre de mission, il a dit moi partout, 7 étages et plus. Ouais, allez vendre ça aux riverains, allez Mais vendre ça aux administrés, les maires. Je ne suis pas sûr que ce soit très populaire de faire ça. Mais si vous, dans une ville, vous ne voulez pas faire de l'étalement urbain, vous ne voulez pas mettre de la pierre, vous voulez mettre du verre partout, la seule façon de mettre du verre partout, ça va être de monter. Et monter, ce n'est pas forcément laid. D'ailleurs, les uns et les autres, quand on regarde les photos de Singapour, de Dubaï, de Tokyo, etc., on n'arrête pas de trouver que c'est... Et sauf chez nous. Bon, ceci étant, je peux comprendre l'élu local, le maire, s'il dit tiens, je vais construire plus haut, forcément tous les voisins vont dire c'est un scandale. Donc il ne faut pas que le maire ait ce choix-là, il faut qu'il lui soit imposé sur un terrain une construction minimale. Ouais. Il faut que ça soit une hauteur minimale et non pas une hauteur maximale. Par exemple, ça baisserait le prix du foncier. Ouais. Alain Dinal, encore une fois, cette baisse dans la production de logements qui est mathématique, est attendue. On va passer sous les 400 000, le seuil minimum pour absorber la demande de logement. Celui qui est responsable aujourd'hui, c'est le président, c'est bien sa politique qui conduit à une baisse dans la production de logements. Oui, mais ce qui est lassant, c'est que c'est la même chose depuis 40 ans, quoi. Le premier plan banlieue, il date de 1995. Les journalistes qui ont écrit quelque chose, qui a un brûlot en 2002, déjà on avait Marine Le Pen au deuxième tour, hein, avait écrit un brûlot sur la fracture des territoires et qui expliquait que au-delà des problèmes d'éducation, au-delà des problèmes de montée du racisme, d'antisémitisme, etc., et des comportements, on va dire, communautaristes, un des éléments, un des facteurs essentiels de ce sujet, c'était l'habitat. Et donc, quand on arrive aux manettes d'un pays, quand on est une entreprise, ces temps-ci, on nous demande de réfléchir à notre raison d'être. Vous savez, ça c'est l'objet social. Ouais, mais l'objet social en termes de quel investissement dans la société et pas dans l'entreprise. Bien sûr. Donc on s'est amené à réfléchir à ça chez Nexity. Moi j'aimerais bien poser la question au Premier ministre et au Président de la République, c'est quoi votre raison d'être? Si votre raison d'être c'est juste de respecter le budget, voilà, les déficits publics, bon, très bien, c'est pas une raison d'être, ça c'est ce qu'il faut faire, c'est un peu comme faire la cuisine, il faut mettre les ingrédients ensemble. Mais la raison d'être, c'est bien de faire c'est de faire habiter les Français dans un environnement qui soit compatible avec le monde dans lequel on est. L'environnement fait partie de ces sujets-là. Et au fond, peut-être que... Alors c'est paradoxal, parce que dans certains cas, je ne vais pas dire que je regrette Cécile Duflot, parce que ça serait une provoque. Mais bon, Cécile Duflot avait une pensée avec laquelle je n'étais pas d'accord. Mais qui avait sa logique. Mais elle avait sa pensée, voilà. Politiquement, un tel a une pensée. Bon. Sur le logement, ce que je ne vois pas, ce que je ne comprends pas, c'est la pensée. La question, c'est est-ce que je veux loger tous les Français? Est-ce que je veux faire une France de bien logés? Est-ce que je cherche à compléter l'ensemble de la chaîne et dire je fais un choc de l'offre ou un choc de la demande? C'est technique, ce n'est pas une pensée. Ce sont les conséquences d'une pensée que j'attends. Et cette pensée-là, je ne l'ai pas vue. Et donc les mesures qui ont été prises de façon modification du prêt à taux zéro, recentrage du Pinel, suppression des appels d'accession. Voilà, tout ça, c'est le choix du gouvernement. Voilà, ça, non, et très technique, très technocratique. Inutile? Par exemple, bousculer le logement social, peut-être que si on a une pensée sur le sujet, mais pas de cette façon-là, pas de cette brutalité-là. Je prends un exemple. Aujourd'hui, vous entendez le gouvernement propose aux gens qui habitent dans les HLM de pouvoir les acheter. Pourquoi il le fait? Parce qu'il veut que les gens soient bien logés? Non. Parce qu'il veut que les mondes HLM, en vendant ces appartements, fassent de l'argent pour construire d'autres logements. La pensée, c'est de faire des gens bien logés. La pensée, elle est de ce niveau-là. Elle n'est pas de donner des éléments financiers. Si j'ai une pensée, après, je mets en œuvre. Et c'est ça qu'aujourd'hui, je n'ai pas dans ce gouvernement. Ah, Jacques Mézard, qui n'est plus d'ailleurs ministre de la Cohésion. Hein. Que je n'ai jamais rencontré. C'est vrai? Voilà. Hein? Qui n'a jamais demandé à me rencontrer.
Ouais. Mais Mais je c'est pas vous grave. rassure, vous n'êtes pas le seul, hein. C'est pas grave. Juste, Il m'a pas manqué. si on prolonge, encore une fois, si on ne change rien, en 2022, encore une fois, et même plus loin d'ailleurs, vous le dites, d'ici 20 ans, 10 millions de Français n'auront pas accès à un logement décent, voire pas de logement du tout. Alors, ils sont déjà 7,5 millions, hein. Oui, mais ça fait 3 millions de Voilà. plus. Ouais, ça fait 2,5 millions de plus. Voilà. Bah ouais. Et oui, parce qu'en fait, la production minimale, c'est 400 000. Et là, on passe en dessous. Et, Voilà. et la production minimale de 400 000, c'est juste pour accueillir les nouveaux. Avec ça, je ne rénove pas les 400 000 copropriétés logements qui sont dangereux, dans lesquels il y a des gens qui vivent dans des conditions épouvantables, et même malheureusement dans lequel il y a eu... Donc on peut le dire, il a tout faux, le président, avec sa politique du il a logement. Il a 15 mois, on va lui donner une chance. Je ne pense pas qu'il y ait tout faux. Seconde chance. C'est pas une seconde chance. Il est parti sur un schéma. Et peut-être que là, on l'entend, ils viennent reparler de la transition énergétique, d'un certain nombre de sujets comme ça. Peut-être qu'à force d'entendre qu'il faut s'occuper des personnes, peut-être qu'il peut mettre les gens, les familles au cœur de son dispositif et qu'à ce moment-là, on peut travailler ensemble. Nous, ce que nous proposons globalement, c'est de se dire, au fond, arrêtons de faire ce clivage privé-public. Les gens du public seraient tout sachants et les gens du privé donneraient des leçons à tout le monde. Non, on pourrait peut-être se mettre tous autour de la table et c'est de fabriquer un projet. Par exemple, est-ce que je ne pourrais pas faire demain matin, puisque vous allez avoir un loueur de voitures qui vient derrière moi. Exactement, patron de Sixt en France. Voilà, le patron de Sixt. Est-ce que demain matin, je ne pourrais pas faire une location avec option d'achat pour le logement, comme je l'ai pour la voiture? Ouais. Et ouais, bon, mais ça nécessite... Après, au terme, qui achète le bien à la fin? À la fin, celui qui en était l'occupant, le locataire, il a une option d'achat. Ou pas, il peut la lever ou pas. Ou pas, mais qu'est-ce qu'il me faut? Il faut qu'il y ait quelqu'un qui porte l'objet, et que cette personne qui porte l'objet, je ne la considère pas comme un rentier, mais comme un industriel, comme une entreprise, que je lui donne une valeur d'entrepreneur, et non pas une valeur de rente. Un petit mot quand même, parce qu'il y a des mauvaises langues qui vont dire... Il vient quand même Alain Dinin prêcher un peu pour sa paroisse, parce que, laissez-moi finir, il y a les... C'est vrai que si on regarde les chiffres du marché, baisse des ventes de 10% sur 9 mois sur le marché, pas vous, hein, permis de construire qui sont en baisse au troisième trimestre. Vos résultats, vous, ils sont bons, j'ai regardé, Merci. belle année, mais réservation en baisse au troisième trimestre. Oui, mais oui. Réservation en baisse. Oui. Non, c'est-à-dire que c'est vraiment un cri d'alarme désintéressé parce que vous avez un peu d'avance, vous voyez un peu l'horizon et que c'est en train de se couvrir et donc il n'est pas totalement désintéressé, la Dinin. Écoutez, on est sur Boursorama, on est sur une chaîne économique, etc. On n'est jamais totalement désintéressé. Mais la question ne se pose pas pour nous. Nous, notre carnet de commandes, il a augmenté de 16%. Les réservations du troisième trimestre, c'est des questions de lancement. On va faire 12% de croissance de notre résultat et de notre chiffre d'affaires cette année. On a un carnet de commandes qui nous donne une visibilité à 3 ans. Et puis, pour être au risque de paraître cynique, j'aime pas ce mot, mais comme il y a déjà eu hashtag cynique dans un média, au risque de paraître dans cette dimension-là, au final, nous, les grands opérateurs, on bénéficie des trous dans la raquette. Pourquoi? Parce que les prix augmentent. Parce que les prix augmentent. Donc les prix augmentent de 3%. Si voilà. Donc le promoteur que vous êtes, lui, il n'a pas envie de se plaindre, puisque les prix augmentent de 3%. Et d'ailleurs, nos syndicats professionnels ne se plaignent pas. Et les autres opérateurs n'ont pas dit... Vous pensez à la FPI? Oui, je pense à personne. Je dis simplement que je n'ai pas vu d'autres opérateurs immobiliers qui disent « Ah oui, tiens, il a raison, on va faire ». Parce qu'en fait, ce que nous posons, nous, c'est comme nous sommes les leaders dans ce marché, qu'on a une visibilité sur les 3 prochaines années, qu'on a dit au marché financier, Nexity fera 10% de croissance en moyenne sur les 3 prochaines années par an. On n'est pas serein, on a 10 000 personnes chez Nexity, on s'occupe de l'ensemble de la chaîne, on est aussi syndic de copropriété. Dans les services, de plus en plus dans les services. Services immobiliers. Le poids des services, d'ailleurs, on comptera de plus en plus. Voilà, et 45% de notre activité seront les services demain. Au final, est-ce qu'on n'a pas une responsabilité sociétale? Et ça, c'est venu d'une démarche interne à l'entreprise. C'est-à-dire que dans un sujet autour des pensions de famille, qui est un sujet sur lequel Nexity a décidé de s'investir de façon pro bono, comme diraient les spécialistes, c'est-à-dire sans prendre de profit. On va construire des pensions de famille pour le trait social, en accord avec les associations comme Habitat Humanisme, la Fondation Abbé Pierre. Au final, ce qui est remonté des 10 000 collaborateurs de Nexity, c'est que la raison d'être d'une entreprise comme la nôtre, c'est d'être responsable sociétalement. Responsable, ça veut dire on ne peut pas s'occuper que de nous et de ne pas s'occuper de l'environnement dans lequel on est, parce que sinon on ne sera pas durable. Et sociétal, ça emporte la société et l'environnement. Donc tout ça ensemble, voilà, on s'est dit, puis peut-être que j'ai l'âge pour ça, au fond,
on a un président de la République et un gouvernement qui a dit on veut renverser la table. Et ça, vous ne le voyez pas. Ça, vous ne le On voyez a pas. envie de faire ça. On se dit, tiens, il y a une fenêtre de tir. Si on ne bouge pas, ce pays va basculer, comme d'autres pays en Europe, comme d'autres pays dans le monde, oula, ouais, je vois vers venir, des extrêmes, vers des compositions l'absence politiques. de politique de logement, pour vous, ça pourrait favoriser un vote aux extrêmes en 2022 Oui, en parce France que si je ne sais pas me loger, si je dois me loger très loin, bah, qu'est-ce qui se passe? Je me déplace plus, j'ai des problèmes d'économie de mon transport. Le logement, aujourd'hui, c'est 25% de la dépense d'un ménage. Et même 40%. Mais pour les 10% les plus défavorisés, c'est 42%. Exactement. Et je parle que du logement loyer. Après, derrière, vous avez l'électricité, tout le reste Donc à on payer. pourrait rendre du pouvoir d'achat aux Français en ayant une meilleure politique du logement et en baissant le prix des logements. En fait, il faudrait se dire comment on baisse le prix du logement. Et la seule façon de le baisser, c'est d'une certaine façon, c'est de renverser la table. C'est-à-dire de dire, on a fait comme ça pendant... Si c'est pour faire la même chose que les 40 dernières années, Nexity va en profiter comme tous les autres promoteurs. On va attendre un petit cycle de 2 ans. Là, les choses vont baisser. Puis tout il y aura un plan. Le gouvernement va se réveiller, va donner une loi. Alors, je ne sais pas si ça sera la loi de Normandie ou une autre loi, comme on a eu le Pinel, etc. Et puis, le Borloo, voilà. l'Européen. Et au fond, ça n'est pas un cycle financier, parce que le cycle financier pourrait arriver en 2020 ou 2021 de la hausse des taux d'intérêt. C'est un autre sujet, ça. Ouais. Qui est devant nous, d'ailleurs. Voilà, qui est devant nous. On est sur un sujet qui est de société. Le cycle n'est pas un cycle de marché, il est un cycle politique. Ce qui est en train de se passer, c'est le ralentissement du monde politique, et ça va se compléter des municipales. Hein. Je veux me faire élire dans une mairie, dans une ville lance aujourd'hui. Je ne vais pas vous raconter que je vais construire des immeubles qui font 10 étages ou 15 étages. Donc je vais plutôt vous dire, je vais me calmer. On va se tirer une balle dans le pied. Voilà. Et donc, on va avoir un ralentissement dû à ça. Et quand on le regarde, il n'est que politique. Et Nexity, comme quelques grands promoteurs français, vont en profiter parce que nous, on a la taille, on a la surface et on a les reins solides. Qu'on comprenne bien, sur un appartement à l'Indina de 120 000 €, 40%, là-dessus, ce sont les taxes de l'État. Oui. Prix du terrain 30%, marge du constructeur 10%, donc on se dit, il pourrait prendre moins de marge, mais c'est 10%, voilà. Coût de la construction 20%, 40% sont les taxes de l'État. Oui. Et 30% le prix du terrain. C'est là-dessus qu'il faut jouer. Et c'est les 2 points qui ont le plus augmenté. La fiscalité de l'État, enfin les prélèvements fiscaux entre 2016 et 2017, ils ont augmenté de 4 milliards. Les prélèvements fiscaux. Alors que les subventions au logement ont baissé de 700 milliards. 74 milliards d'un côté pour les recettes et pour les aides, 42 milliards. À qui profite le crime? Il y a 32 milliards. La politique du logement, ça rapporte 32 milliards d'euros à l'État. L'État se goinfre sur le logement, pourriez le dire, vous? Je l'ai déjà dit et je le répéterai. Vous l'avez déjà dit voilà, on l'a dit ensemble, donc tout va bien. Voilà, donc c'est très bien. En fait, je pourrais dire à qui profite le crime, mais c'est structurel. La France nous avons le taux de fiscalité le plus élevé au monde. Vous savez que si vous achetez un logement... Sur l'immobilier. Oui, sur l'immobilier, pardon. Oui, puisqu'on est dans ce sujet-là. Donc si vous achetez un logement 100 et que vous le louez pendant 10 ans, vous allez supporter 56% de taxes. C'est-à-dire que si vous ne le revendez pas au bout de 10 ans, 156, vous avez perdu de l'argent. C'est-à-dire un tiers de plus. En Allemagne, pendant la même période, vous allez supporter 26% de taxes. Ouais. Donc, il y a 30% d'écart. Pourquoi les Allemands y arrivent et pas nous? On habite pas mal en Allemagne, on est pas mal logé, l'environnement n'est pas si mal, etc. Bon, et pourtant, le candidat Macron disait... J'ai une idée, je vais aligner la fiscalité, pas seulement sur le logement, mais je vais aligner la fiscalité de la France et de l'Allemagne. Chiche. Voilà. Je peux... Mais c'est parce que... Pourquoi est-ce que le très social, par exemple, je parlais des pensions de famille. Pensions de famille, c'est du très social. Pourquoi est-ce qu'au 1er janvier 2018, le logement très social a augmenté de 4,5%? Parce que l'État français a décidé que la TVA à 5,5 sur du logement très social, je la mettais à 10. Pourquoi est-ce que l'APL accession qui coûtait 30 millions et qui permettait à 6 000 ménages de se loger et d'acheter leur logement, d'avoir l'idée qu'ils pouvaient sortir du monde HLM pour aller... Pourquoi je le supprime? Pourquoi est-ce que je supprime dans des petites villes la possibilité de construire des logements? C'est vrai qu'on n'en a pas besoin énormément, mais bon, si je supprime la possibilité de construire des logements neufs, alors à ce moment-là, je mets... si c'est pour qu'ils soient vides derrière... Oui, alors à ce moment-là, je mets toutes les aides de l'État sur la réhabilitation de logements. Mais si je veux faire de la réhabilitation de logement, il faut que je change les lois. Aujourd'hui, quand je parle du logement, sur le développement durable, c'est le ministère de l'économie. Sur les textes de loi, c'est la justice. Ouais. Sur le logement, c'est le ministère du logement. Sur la résidence étudiant, personnes âgées et la fiscalité, c'est Bercy.
puis je dois en Le oublier. maquis, Et le puis, maquis, je dois en oublier. full Donc, d'interlocuteurs. full d'interlocuteurs, personne. Bon, le seul qui avait bien compris ce sujet-là, pourtant, je n'étais pas non plus un fan total, c'était Nicolas Sarkozy, qui à un moment donné avait donné à Jean-Louis Borloo toutes les rênes du dispositif. Et en 2007, il avait le transport, l'urbanisme, l'écologie, le logement, etc. Il faisait les arbitrages, y compris contre Bercy. Et à ce moment-là, on avait atteint 420 000 logements, comme en 2017. Mais si on n'a pas à l'Indien une thérapie de choc, c'est parce que cette fiscalité du logement, elle rapporte tellement aux caisses de l'État qu'il est difficile de, alors forcément, faire bouger le mammouth. On est obligé d'être un peu caricatural et schématique. C'est aussi un sujet politique majeur. Ouais. Il faut décider qu'il n'y a pas de politique du logement nationale, que les problèmes des Hauts-de-France, de Midi-Pyrénées, de la région bordelaise ou de l'Île-de-France ne sont pas les mêmes. Et que du coup, il faudrait régionaliser la politique du logement. Il faudrait dire chaque région, et l'échelon est la région, il n'est pas le département. Par exemple, le président Macron avait dit aussi, je vais supprimer les départements, je vais faire un grand Paris. Il a demandé à Jean-Louis Borloo de faire une grande étude sur les banlieues, rapport enterré. Il a demandé à Roland Castro, un urbaniste, de faire un grand projet sur Paris, le Grand Paris. Je n'ai pas vu de retour. Il a demandé à Royce McKinnon, le patron de Safran, de réfléchir aux réformes des institutions. Bon, voilà. Ouais. Alors, on a réfléchi à beaucoup de choses. Il y a des décisions à prendre. On ne les a pas prises. Peut-être qu'on a encore 3 ans et demi et qu'il les prenne, qu'il y aille. Et nous, on est prêt à aller avec lui. Avec des propositions assez iconoclastes parce que. On a 22 propositions. Alors, on manque de temps, évidemment, parce que c'est quasiment la fin de l'entretien. Mais obliger les promoteurs, c'est ce que vous proposez, à respecter des prix plafonds au mètre carré. Alors déjà, vous vous tirez une balle dans le pied, mais pourquoi pas. Non, non. Et Alain Juppé à Bordeaux, enfin, il a imposé aux promoteurs, justement, des prix de vente plafonnés pour certains logements. Ça n'a pas empêché les prix de s'envoler à Bordeaux, que je sache, hein, non ? Le fait est, c'est que d'abord, dans les zones où Alain Juppé ou M. Jarry à Nanterre, en région parisienne, l'a imposé, mais il n'est pas, ou à Saint-Ouen, etc., c'était sur certaines zones, les prix, l'engagement des promoteurs, c'était de ne pas monter les prix. En échange de quoi? L'engagement des propriétaires de terrain, c'est qu'on ne pouvait pas leur acheter leur terrain aux enchères à n'importe quel prix. Ouais. Donc, on a tenu nos marges, on les a un peu réduites, on a respecté les prix. Là où, par exemple, on a un problème, c'est que vous achetez un logement à prix maîtrisé, vous, personnellement, vous le revendez 6 mois après, vous faites une plus-value. Ouais. Forcément, puisque le marché est demandeur. Il faudrait aussi contrôler cette possibilité de revente. Donc, voilà, il y a tous ces éléments-là, c'est... Au final, si je résume... Contrôler la possibilité de revente, j'ai pas un doute. Hein. Non, fiscaliser, si vous... Voilà. Voilà, non, mais, vous dénoncez qu'il y a la fiscalité pour d'ailleurs en mettre une couche. Hein. Oui, mais une vraie fiscalité sur les gens qui profitent et qui spéculent. Pas de spéculation sur le prix de vente des terrains, pas de blocage de terrain quand ils sont... Bon, c'est vrai que c'est un marché qui doit se réguler. Et c'est vrai qu'il n'y a rien de simple et que les propositions que nous avons faites, on en a fait 22, elles sont pour certaines iconoclastes et pour certaines très discutables. Mais au moins qu'on en discute. Qu'on arrête de dire c'est uniquement un problème de je vais supprimer l'APL ou je vais enlever 800 millions au monde HLM. Ça donne quoi? Ça donne moins de production et alors que la demande et que les gens ont besoin de se loger. 2 questions avec 2 réponses très très rapides, Alain Dinin. L'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, c'est une connerie ou pas? Ça n'a aucun intérêt. Enfin, c'est pas un sujet. Je le paye. Hein. Je suis parti. C'est pas... Enfin, ce qui est une bêtise, c'est de considérer que celui qui investit dans du logement pour le mettre en location est un rentier. Maintenant que moi je sois taxé comme rentier sur ma résidence secondaire ou éventuellement sur ma résidence principale, bon, c'est pas... Donc c'est une absurdité. Ça sert à rien, mais c'est pas grave. Ça vise tellement peu de personnes qu'on va pas en faire un... Enfin, je trouve ça vise très peu de personnes. C'est pas un sujet. On est 62 millions d'habitants. Occupons-nous des autres, quoi. Voilà. Droit de mutation, 6% moyenne en France. Alors scandale. Ça c'est une honte absolue. Ça nécessite de réformer l'État. Par exemple, ça poserait le problème parce que les droits de mutation, ils vont essentiellement au département. Ouais. Et nous, notre proposition, c'est de les étager un peu comme le barème des ménages, c'est-à-dire pour un logement... Il veut mettre de la progressivité ouais, dans un logement, dans le droit de mutation. Dans un logement qui est vendu 200 000 euros, 6% pour la population qui l'achète, c'est énormément d'argent. Ouais. Ça gêne la mobilité, ça augmente le prix, etc. Peut-être que 2% sur 200 000 euros et 7% ou 8% sur 1 million d'euros, celui qui peut acheter un appartement d'1 million d'euros, bon, 8% de plus ou de moins, il ne va pas trop le voir et puis ça ne va pas pénaliser. Enveloppe équivalente pour les départements. Avec une enveloppe équivalente, pas pour les départements, pour les régions. Pour les régions. Il faut mettre tout ça dans les régions de façon à ce que ça soit mutualisé. Tant pis il faut qu'il se présente à Dinin, il est mignon là. Pas du tout, non, pas du tout. C'est pas mon métier, mais moi je suis là pour aider.
Bon, c'est désintéressé. C'est donc le patron de Nexity, Alain Dinet, qui était donc votre invité dans la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci David.